chers amis, je vais avoir le plaisir de vous parler en cette fin d'après-midi de Franz Mazerel, le roman sans parole. Et une petite anecdote, pas plus tard qu'hier, Marie-Lou, mon épouse, me dit, écoute, ça fait des semaines que tu travailles sur ce sujet, on en a parlé beaucoup, elle et moi, mais j'aimerais bien voir ce que tu as fait sur PowerPoint, est-ce que tu peux montrer ça? Bien sûr, je branche mon ordinateur, je fais apparaître le PowerPoint, et je commence à faire défiler des images, et au bout d'une minute, elle me dit, écoute, c'est qui ce Mazerel? Tu ne dis même pas d'où il vient, tu ne donnes même pas la date de naissance, quoi que ce soit. In petto, je me dis, ça commence bien. Et puis, au fond, Marie-Lou avait raison, comme très souvent, ce qui fait que j'ai composé rapidement un autre écran pour vous présenter Mazerel, voilà. Franz Mazerel, artiste belge, peintre, dessinateur, graveur, 1889-1972. Ça ne change rien à l'intitulé de mon exercice, disons que je le transforme. Je ne vais pas vous parler de Franz Mazerel et le roman sans parole, mais le roman sans parole chez Franz Mazerel, artiste belge, peintre, dessinateur, graveur, 1889-1972. Voilà. Avant de commencer, je voudrais prendre une précaution. Vous savez que ce cycle de causeries, de petites conférences, s'inscrit dans un cadre général qu'on a judicieusement appelé plaisir partagé. Le projet est très simple, c'est de partager avec les autres ce que l'on a éprouvé du plaisir à découvrir soi-même. Cela dit, lorsque je me suis lancé dans ce travail, j'ai consolidé indiscutablement mes connaissances sur Mazerel et sur son travail de graveur. Mais je dois dire que je suis resté quand même un lecteur et un amateur. C'est-à-dire que, en fin de propos, vous me poserez des questions, il est possible que je ne sois pas capable d'y répondre parce que je ne suis pas un spécialiste de ce domaine. Je l'ai approfondi pour le partager avec vous, mais je ne suis pas un spécialiste et je ne suis pas non plus un historien de l'art. Voilà. Ceci dit, maintenant, voyons le sommaire de mon propos. Pourquoi avoir choisi ce sujet? C'est très simple. J'ai choisi ce sujet parce qu'il est au croisement de deux domaines qui m'importent beaucoup. D'une part, les arts visuels, singulièrement l'art graphique, et d'autre part, la littérature. Il se trouve que Franz Mazerel lui-même a qualifié une très grande partie de son œuvre gravée de roman sans parole. Et c'est précisément ce désir de roman, ce désir de littérature chez lui qui m'a touché, et j'ai envie d'aller découvrir ce que ça recouvrait. Qu'est-ce que ça veut dire comment ça se traduit lorsque un plasticien, un peintre, un artiste peintre, un graveur décide de devenir narrateur, mais narrateur avec des images? Quel traitement inflige-t-il à son matériau graphique? Quelle mise en scène peut-il mettre à ce matériau? Également, quelle responsabilité porter au lecteur? Car n'oublions pas que lorsqu'on s'immerge dans un roman classique, on lit quelque chose, il y a un dialogue naturel entre ce qui est écrit et notre réception. Le cas du lecteur dans les romans sans parole, il est très différent parce que le lecteur, là, il est un lecteur d'images. Et il lui faut repérer des indices qui vont lui permettre de construire du sens. Voilà les problèmes que je me suis posés, les questions que je me suis posées et que je vais tenter de vous faire partager cet après-midi. Alors, la place de Mazerel dans le panorama de la littérature graphique. Vous l'avez compris en donnant les dates de naissance et de décès de Mazerel, vous avez compris que cet homme est actif dès les années 1920. Or, curieusement, le concept de littérature graphique n'apparaît que dans les années 60-70 du XXe siècle. Comment se fait-il? Eh bien, à ce moment-là, il y a toute une génération de dessinateurs qui ont envie de donner un statut différent à la bande dessinée. Et on peut dire que cette génération essaye de constituer ce qu'on pourrait appeler une bande dessinée d'auteur, c'est-à-dire une bande dessinée qui s'appuie sur des sujets élevés ou très sérieux, des sujets d'ambition,
qu'il faut traiter en y apportant un soin esthétique particulier, un matériau qu'il faut également savoir mettre en scène. N'oublions pas que la bande dessinée est un art séquentiel, comme on dit maintenant, sémiologie de l'image. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une stratégie narrative à observer. Alors, curieusement, on aurait pu penser que Mazrell et quelques autres de ses contemporains, des Américains notamment, je pense à Lynn Ward notamment, qui est un Américain, un auteur de graphic novels, les romans graphiques, on aurait pu penser que ce sont eux qui auraient fécondé la littérature graphique. En fait, non, c'est cette génération nouvelle de dessinateurs qui, reconnaissant le travail éminent de Mazrell, le considère comme le pionnier, le grand pionnier de la littérature graphique, et ses romans sans parole comme les premières manifestations de la littérature graphique. Un mot sur le noir et blanc, sur mon rapport au noir et au blanc, cette combinaison qui m'a toujours fasciné. Et je me suis demandé il y a peu de temps si finalement cette passion ne venait pas des illustrés que je lisais dans ma prime jeunesse, les Buck John et les autres, Kit Carson, qui étaient évidemment de piètre qualité, mais qui étaient en noir et blanc. Et j'aime beaucoup cette alliance du noir et du blanc, parce qu'il y a des effets de contraste, il y a des effets d'amplification, il y a des effets de dosage entre le noir et le blanc, on va le voir tout à l'heure, qui peuvent amener à l'expression de choses, de sentiments très forts, par exemple, chez les personnages. Et ça m'a semblé extrêmement intéressant. Alors, ce noir et blanc, je l'ai découvert d'assez longue date, donc, mais il se trouve qu'il y a une trentaine d'années, chez un bouquiniste, je trouve un livre dans lequel il n'y a que à raison d'une heure par page, il n'y a que des bois gravés, que du noir et blanc. J'ajoute à cela que c'est une œuvre, c'est une édition italienne. Je ne suis pas italianisant, je n'y comprends rien. Il y a 8 pages d'introduction qui m'échappent complètement, il y a une quatrième de couverture très complète, mais finalement, je me trouve dans la situation idéale pour déguster des histoires sans parole. Alors ça, c'était évidemment un moment important. D'autre part, j'avais découvert aussi le noir et le blanc dans des œuvres, je pense notamment à Raoul Dufy, lorsqu'il illustre le bestiaire d'Apollinaire, somptueusement, extraordinaire. Et puis également à travers les productions de deux écrivains comme son cher, Alfred Jarry et Rémy Gourmand, qui publient à la fin des années 90, 1890, il publie une revue qui s'appelle l'Imagier, l'Imagier avec un Y, et dans laquelle ils reproduisent des gravures anciennes. Puis Jarry, seul, après sa rupture avec Rémy Gourmand, va publier une revue somptueuse qui va engloutir son maigre héritage familial, une revue qui s'appelle Périntérion, Périntérion qui veut dire pèlerinage en breton, et dans lequel lui aussi publie, fait paraître des gravures anciennes. Donc j'ai un petit secret au fond de moi autour de ce noir et blanc, mais surtout, celui qui m'a le plus marqué sur le noir et blanc, c'est Félix Vallotton. Alors on connaît évidemment le peintre, mais avant d'être un peintre, il est un graveur. Et Marie-Lou va me dire encore que je n'ai pas donné les dates de naissance et de décès de Vallotton. Vallotton est un artiste suisse, un peintre suisse, né en 1863 et mort en 1923. Il fait partie du groupe des Nabis, on l'appelait d'ailleurs le Nabi suisse. Et Vallotton est un extraordinaire graveur. Il a un talent fou, il participe, il collabore à de très nombreuses revues, La Ciotober, que vous connaissez sans doute, mais aussi Le Canard Sauvage, et puis à la Revue Blanche, la grande Revue Blanche des Frères d'Attention, qui sont, je veux dire entre parenthèses, et qui est la grande revue dreyfusarde de l'année contemporaine du procès Dreyfus. Vallotton est un illustrateur attitré de cette revue. Et ce que j'aime chez Vallotton, c'est deux choses. La première, c'est lui le Nabi,
c'est l'emploi de la ligne claire qui oppose très nettement, sans dégrader aucun, le noir et le blanc, obtenant des effets de contraste et de violence extraordinaires. Je parlerai tout à l'heure qu'il y a une actualité autour de ces artistes que sont Mazrel et Vallotton. Et récemment, il parut justement un livre sur les intimités de Vallotton qui est reparu avec une préface de Jean-Philippe Toussaint, l'écrivain. Et il fait une petite préface formidable. Et il dit que chacun des dessins, chacun des bois gravés de Vallotton est une scène de crime. Voilà. Alors, ce que j'aime donc, c'est sa façon de traiter le noir et le blanc. Je vous ferai avoir des images. Voilà. Voilà une. Et celle-là, tout le monde la connaît. Je ne crois pas qu'il y ait véritablement de scène de crime. Mais ici, par exemple, ce dessin intitulé Le mensonge. Puis cet autre, intitulé L'éclat. On voit toujours des scènes de couple. Et puis cet autre, où un couple probablement peu légitime voit une porte s'ouvrir tout au fond. Et puis celle-ci, je vous laisse apprécier l'écrasement du noir qui se confond avec le smoking de l'homme et qui vient écraser le blanc de la robe de cette femme. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez Vallotton, cette façon très violente d'exprimer les choses avec ce contraste très fort du noir et du blanc. Alors, je vais commencer à enchaîner vers Mazrel. Pourquoi? Parce que dans ces scènes, dans ces bois gravés de Vallotton, ce sont toujours des arrêts sur image. Vous voyez par exemple l'argent, on sent qu'il y a eu un amont lourd de sens et qu'il va y avoir un aval lourd de conséquences. Et c'est précisément là que se situe, je dirais, le travail de Mazrel. Là où s'arrête le travail de Vallotton, commence le travail de Mazrel, parce que lui va développer cela dans des récits en images. Quelques données biographiques sur Mazrel. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, il est né en 1889. Il est né en Belgique, en Flandre, au-dessus d'Ostende, dans une petite station balnéaire qui est aussi un port. Vers 18 ans, il suit des cours de dessin à l'Académie royale de Gand. L'expérience n'est pas très concluante. Il vient à Paris. Et en 1910, date importante, il s'initie à la xylographie, c'est-à-dire à la gravure sur bois. 1913, il fait la connaissance d'Henri Guilbeault. Alors, Henri Guilbeault est un peu oublié, mais à l'époque, c'est un journaliste important. C'est un directeur de revue, notamment il est directeur de l'Assiette au beurre entre 1910 et 1912. C'est aussi un homme de réseau. Et c'est aussi un homme, on est avant la Révolution russe, c'est aussi un homme qui est gagné aux idées sociales, tendance anarchisante, je dirais même. Et il va faire découvrir à Mazrel son réseau de personnes, d'artistes, d'écrivains qu'il connaît bien. 1914, déclaration de guerre, Mazrel rentre en Belgique, voudrait s'engager. Curieusement, c'est quelque chose que je n'ai pas très bien compris dans la documentation que j'ai consultée, il est rayé des registres de population. Je ne sais pas ce que ça recouvre. Toujours est-il, il ne peut pas s'engager. Grâce à des papiers que lui donne Guilbeault, il gagne la Suisse, il gagne Genève, et là il rencontre le réseau des amis de Guilbeault, rien moins que Romain Rolland, que Pierre-Jean Jouve, que Stefan Zweig, donc excusez du peu, on voit qu'il est plongé complètement dans un milieu important de littérature. Et puis n'oublions pas, on est en 1914, donc n'oublions pas que Romain Rolland, futur prix Nobel, vient de publier en 1914, il a publié Au-dessus de la mêlée, qui l'a fait accuser de défaitisme, alors en fait ce n'est pas un défaitiste, évidemment, c'est un homme de grande pensée, et c'est un pacifiste. Et c'est important parce que Mazrel va être gagné à ses idées toute sa vie, il va être un pacifiste convaincu. Et je dirais d'un pacifisme qui est un humanisme chez lui. Et non pas tellement militant, mais un humanisme de conviction profonde. Très important. 1918, alors j'ai oublié de dire que Mazrel
quand il est à Genève, travaille pour le Bureau international des prisonniers de guerre, il fait des traductions. Rapidement, il participe il contribue par son talent de dessinateur à l'apparition de petites feuilles, d'un mensuel d'abord pacifiste qui s'appelle les tablettes, puis ensuite à l'apparition d'un quotidien pacifiste. Il est l'illustrateur au quotidien, c'est lui qui est le collaborateur attitré de cette feuille pacifiste. 1918, alors parallèlement à ces travaux d'illustration, il ne cesse d'illustrer lui-même les grands écrivains. Tout le monde passera, depuis les anciens de Eschyle à Villon, Zola, Maupassant, et puis plus tard les Hemingway, Ramu, que j'aime beaucoup, et d'autres. Il dessine, il grave énormément. Mais en 1918, il fait paraître un recueil qui s'appelle, c'est son premier recueil sans parole, premier récit sans parole, intitulé 25 images de la passion d'un homme. C'est un titre curieux, mais je m'en expliquerai tout à l'heure. En 1920, il publie Le Soleil. En 1921, un autre roman sans parole qui est intitulé L'histoire d'une idée, sa vie, sa naissance, sa vie, sa mort, curieux titre. En 1925, il publie La Ville, et en 1928, L'œuvre. Alors, je parlerai aujourd'hui de 25 images de la passion d'un homme, de La Ville et de l'œuvre. Pourquoi? Simplement parce que de la première à la troisième de ces œuvres que je vais vous présenter, il y a une montée en puissance, il y a une évolution du style et de la qualité du travail de Mazeret. Je vous donne, vous me pardonnerez, je découvre le PowerPoint. Je remercie d'ailleurs Patrice Rotirier qui m'a initié il y a quelques semaines à PowerPoint que je ne connaissais absolument pas. Ma belle-fille a continué le travail, mais je ne suis pas encore tout à fait très rodé dans la maîtrise et la coordination du discours et des images. Je reviens un petit peu en arrière pour vous montrer les premiers dessins de Mazeret, ceux dans lesquels il affirme son antimilitarisme, son pacifisme. Ça s'intitule cela, les morts parlent, ou les morts ont la parole. Et il ne manque jamais de dénoncer la collusion entre le capitalisme et la production d'armes, qui est le facteur du problème guerrier entre les pays. Venons-en maintenant, donc, si vous voulez, au premier roman sans parole dont je vous parlais, 25 images de la passion d'un homme. Alors, là, je suis confronté à un premier problème, c'est que tout mon sujet passe par des images, évidemment. Vous les voyez, c'est parfait. Simplement, dans les éditions originales, ces œuvres-là paraissent à raison d'une œuvre par page. Ici, je vais réussir à respecter cela parce qu'il n'y a que 25 mots à graver, donc c'est possible. Mais dans la suite, je m'en expliquerai, je serai obligé de trahir un peu l'esprit de Mazeret en regroupant les images. Alors, je vais vous les présenter, ces 25 images. Il faudrait normalement, je l'ai dit tout à l'heure, le problème avec les romans sans parole, c'est que le lecteur doit prélever des indices et construire du sens. Vous n'aurez sans doute pas le temps, je ne pourrai pas me permettre, vu le manque de temps, de vous passer chaque image, de vous laisser réfléchir pour construire ça. Je vais vous passer les images et je vous donnerai un mot pour identifier le sujet de l'image. On y va. Alors, visiblement, une femme se tient le ventre, elle attend un enfant. Image 2, elle a l'enfant dans les bras, elle est exclue visiblement de sa famille. 3, elle lui donne le sein, elle l'élève comme elle peut, la ville est au fond, on voit une barrière juste derrière elle. Ce n'est évidemment pas une situation idéale pour nourrir et faire vivre un enfant, un bébé. On va
va très vite, comme vous voyez. Ici, on voit l'éducation que se donne le jeune garçon. Il y a un univers d'usines, d'immeubles, de fumée. Une petite fille se déculotte ou se renculotte. Un garçon urine sur la voie. C'est une éducation de rue qui n'est évidemment pas idéale. Image suivante, un enfant en apprentissage chez un menuisier ou un charpentier, sous le regard assez sévère de deux adultes, et puis cette image, on le voit, exclu sans doute de l'atelier où il travaillait. Image suivante, elle n'est pas facile à identifier, mais on comprend qu'il veut voler quelque chose, il vole un pain peut-être, et la police intervient. L'enfant est amené, emprisonné. Peu de temps après, il ressort de prison. Il se promène désœuvré, voit le monde vivre autour de lui, des bourgeois dans des calèches, des hommes ventrus qui laissent penser qu'ils sont dans l'aisance. Et puis, il travaille sous le regard d'un patron, peut-être, un travail exténuant de terrassier. Une image qu'on reverra souvent chez Mazrel, l'image du travailleur exténué qui se frotte le front, qui essuie la sueur et en même temps peut-être qui engage un début de réflexion. Image suivante, il se laisse aller à des plaisirs faciles, gagnés peut-être par la tentation de l'alcool, ici des femmes faciles, là le tourbillon des balles, et puis il s'enferme, se retire. Il réfléchit visiblement, on voit l'attitude de réflexion de l'homme. Tout au fond, on aperçoit un univers urbain. Il lit. Il rencontre une femme. Visiblement, il stabilise sa situation, sa condition. Et puis, il prend la parole, s'adresse à ses camarades de travail, avec un fond d'usine, de fumée, de hauts fourneaux. Tout cela le conduit tout cela amène à conduire une manifestation de revendication face avec un patron, avec son haut de forme et son cigare. Derrière, on aperçoit des femmes qui brandissent un enfant. Il faut comprendre que leurs revendications sont légitimes. La manifestation dégénère, mais on voit que les soldats font crosse en l'air, ce qui est évidemment très, très risqué pour les patrons, mais la police intervient. Le meneur est arrêté, il est traduit en justice et il est exécuté. Alors vous allez me dire c'est sommaire, mais il y a une explication à ça, il faut recontextualiser. En 1917, éclate à Firminy, près de Saint-Étienne, une grève très dure dans une usine d'armement. Les patrons qui se sont enrichis grâce aux commandes de l'État s'inquiètent de la contamination possible de cette grève alors que le mouvement se durcit. Les choses se tendent, les ouvriers sont licenciés, les meneurs sont arrêtés, traités de défaitistes, traduits devant un conseil de guerre et emprisonnés. Or, Mazrel est à Genève à l'époque, il entend parler de cet épisode, et c'est exactement cela qu'il traduit dans cette rapide histoire sans nouvelle. Quelques petites choses quand même sur ce sujet. On voit que dans un tel sujet, il y avait matière à avoir un roman d'apprentissage. Le roman d'apprentissage, c'est le roman dans lequel un personnage central est confronté à des épreuves dans sa vie, des épreuves dont il fait son miel, il évolue au fil des pages, il comprend mieux quelle est sa situation dans le monde, il prend conscience de ce qu'il est et du rôle qu'il peut jouer. Voilà ce qu'est un roman d'apprentissage. Ici, il y avait matière à faire un roman d'apprentissage, mais on a l'impression, c'est mon impression en tout cas, qu'il y a une urgence. Mazrel ne veut pas perdre son temps à entrer dans le détail de chacune des épreuves que rencontre son personnage. Il va à l'essentiel. On a un récit
très lapidaire. Au lieu d'avoir un roman d'apprentissage, on a beaucoup plus, il me semble-t-il, un tract, c'est presque réduit aux dimensions d'un tract social dans lequel il dénonce en effet les méfaits de la guerre. Ces ouvriers qui se mettent en grève n'ont que cette arme-là, c'est de faire la grève jusqu'à la paix. C'était leur mot d'ordre d'ailleurs. Alors, il me semble que dans ce récit, très lapidaire, très rapide, qui est sans fioriture sur le plan de la narrativité. Il y a une dramaturgie, il n'y a pas de doute, mais c'est un récit très rapide, et je crois qu'on a affaire avec ces 25 images de la passion d'un homme, on a affaire à un bout d'essai. Je crois que Mazérel tente, il voit ce que peut donner ce travail dans développement narratif par image. Je voudrais revenir encore sur une chose qui me semble intéressante sur le fond. Il y a dans ce titre, 25 images de la passion d'un homme, c'est un titre qui n'est pas très courant dans la littérature, dans l'art romanesque. On donne en général d'autres titres, mais il y a un mot, le mot passion. Alors, on sait que la passion est souvent le combustible de la littérature romanesque. Et il y a une autre passion qui est partagée dans notre culture judéo-chrétienne, c'est la passion du Christ. Et je n'irai pas jusqu'à dire que dans ce récit rapide, lapidaire, qu'on a un chemin de croix en 25 stations, mais on a indiscutablement quelque chose qui ressemble un peu à un chemin de croix dans la vie de cet homme. Trois images me semblent porter cette valeur. C'est celle de l'enfant dans l'atelier, qui porte un madrier qui ressemble à une préfiguration, semble-t-il, de la croix. Cet autre, c'est Jésus au Mont des Oliviers, qui entre dans une période de réflexion. Et puis il y a évidemment celle du jugement du Christ, avec cette préfiguration de ce qui va lui arriver, avec derrière les juges qui vont le condamner, un Christ en croix. C'est assez fort. Voilà, mes amis, pour la première œuvre. La seconde, il s'agit de l'œuvre. Alors là, on entre dans un sujet d'ampleur. L'œuvre est un roman sans parole en 60 bois gravés par François Mazérel. Je vais le trahir, qui date de 1928. C'est le dernier, c'est le second, mais le troisième chronologiquement. J'ai gardé la vie pour la fin parce que ça me semble encore plus intéressant, on verra. Donc, 60 bois gravés, je vais trahir un peu François Mazérel en présentant les œuvres regroupées. Mais dites-vous bien que dans l'œuvre originale, les dessins se suivent à raison d'un dessin par page. Dès d'abord, on est dans l'atelier d'un artiste, avec un bloc de pierre monumental. On voit l'artiste quasi lilliputien au pied de ce bloc, et le bloc tenu par des étais. Deuxième image, il est en train d'épaneler son bloc, et en troisième image, eh bien, la sculpture trouve presque sa forme définitive, et la nuit venue, cette statue, cette œuvre prend vie, détruit les murs de l'atelier et s'enfuit. J'attire votre attention sur la fantaisie. À gauche, on a une lune, ensuite on a un soleil, puis des nuages. Bon, il y a sans doute une volonté chez Mazérel de meubler déjà ces images. En tout cas, cette statue qui a pris vie est poursuivie par son créateur, mais elle s'enfuit, et tel un homme avec des bottes de 7 lieues, il s'enfonce dans la campagne, il réfléchit, il revient vers la ville, il s'installe dans un cimetière, réfléchit, une lune au-dessus de lui, il se demande, je le rappelle, c'est une statue qui a pris vie tout à coup. Il est en train de découvrir un nouvel environnement, le nez dans les nuages, il revient, il s'amuse avec un train, il observe cette ville, s'en approche, il est pris de facéties, il fait des grimaces aux gens au pied des immeubles, il joue encore avec les trains, il cache le soleil pour obscurcir la ville. Il s'installe sur une cathédrale, il se repose, il fait sa gymnastique entre les deux clochers de la cathédrale, il asperge les passants
il s'introduit chez le bourgeois. Et puis, c'est une image qu'on retrouve souvent chez Mazrel, l'image d'un immeuble avec des fenêtres ouvertes et des femmes. Il est en rue, il voit une femme désirable, il s'en approche, il veut la prendre, il veut la saisir, malheureusement, elle lui ferme les volets, il est pris d'un premier dépit, il pleure, provoque une inondation, s'appuie contre les cheminées de la ville, souffle dedans, il s'enivre. Alors je me laisse apprécier la façon qu'il a de rendre compte de son ivresse en bousculant complètement l'architecture environnante. Il boit, il est ivre-mort, et quand il se réveille, il se rend compte qu'il est assiégé par des soldats, des chars. Il entre dans de nouvelles crises d'ivresse, de fureur guerrière. Il détruit tout ce qui est à sa portée de main. Je vous laisse apprécier en fait la dynamique des postures de cette statue vivante. Mazrel comble cette image par des effets de lumière, de nuages, presque de bruit, je dirais. Il met le feu à la ville, et puis, dernière image ici, là, il crache sur le feu, il l'éteint peut-être. Il récupère de la population qu'il veut sauver, il est pris de remords peut-être, il les abandonne les uns après les autres. Il ne garde qu'une femme avec lui. Cette femme avec laquelle il joue, il s'amuse. Malheureusement, un matin, il se rend compte qu'elle est morte. Il est pris d'une nouvelle fureur, il brise tout, interpelle Dieu, il le tire par la barbe, il prend le diable, il laisse Dieu et le diable s'expliquer, une conversation entre le bien et le mal, tandis que lui s'en va. Il fait un ultime voyage, il se désaltère dans un océan, dirait-on, où il s'appuie contre des pyramides, et puis, lassé de tout, il monte au ciel, se choisit un astre, et un astre à sa mesure, et il reste là-bas. Alors, c'est évidemment quelque chose d'assez surprenant. Ce personnage central rappelle un peu le golem. Je vous rappelle que Gustav Meyrink, qui fait paraître son roman Le Golem, son roman paraît en 1915, hein, donc assez peu de temps, quelques années avant. Le Golem a déjà donné lieu à 2 représentations, à 2 exploitations cinématographiques. Puis je vous rappelle aussi que le roman sans parole en noir et blanc est marqué quand même par l'esthétique du cinéma muet en noir et blanc. Oui, c'est donc une sorte de golem, mais c'est un golem qui est aussi qui nous fait penser un petit peu à Tille d'Espiègle, le roman de Coster, qu'il a illustré, qui est une lecture de chevet. Tille Spiegel, normalement. Il y a aussi, je trouve, du Rabelais, quelque chose de Gargantua dans la disproportion de ce personnage. Et puis il y a aussi quelque chose, à mon avis, d'un golem voltairien. Il y a quelque chose de Candide, Candide qui parcourt le monde, qui se frotte au monde et qui rentre se rendant compte qu'au fond, tout n'est pas si bien dans le meilleur des mondes. Alors finalement, on a ici quelque chose, on voit bien ce récit sans parole, et quelque chose qui est plutôt un conte fantastique. On voit l'appellation générale de Mazrel, roman sans parole. On a vu que le premier 25 images, c'était quelque chose qui avait plutôt un rapport avec une sorte de tract, de prise de conscience. L'œuvre me fait penser au fait qu'on est plutôt là dans un conte fantastique et par son côté un peu philosophique. Alors oui, je voudrais également attirer votre attention sur l'évolution du style de Mazrel. Autant dans les 25 images de la passion d'un homme, on a affaire à 25 images qui sont enchaînées rapidement, avec beaucoup de plans rapprochés. Les images sont peu garnies, elles sont assez réalistes, mais on n'a pas, comme ici, une
une volonté de décorer chacune des images. Je vois par exemple dans ces trois images que je vous propose, voilà une ville qui apparaît, il y a des effets de perspective lointaine, même chose dans la deuxième, même chose dans la troisième avec dans son ivresse ce chamboulement architectural autour du personnage. Il y a une volonté chez Mazrel de peupler ces images, de les meubler, comme on dirait en héraldique. Et puis, il y a aussi ces effets, ces inclusions de lumière. Par exemple, il charge ici, il figure l'image de la lumière dans la ville. Il utilise également le soleil, les nuages, la lune spectrale pour combler pour décorer ces images. On voit qu'il y a une volonté de décoration qui est presque aboutie. Même chose dans ces dernières images où le personnage s'adosse à des monuments emblématiques de l'Égypte. Et puis, dans cette ultime image, il est dans un monde d'astres qui ont des formes que l'on verra revenir assez fréquemment chez Mazrel. Je vais passer au troisième roman sans parole. Cette fois-ci, on est en 100 images, 100 illographies. Ça date de 1925. Je vais là être obligé une fois de plus de trahir Mazrel dans le défilement des images, sauf la première que je vous offre comme cela pour poser votre regard. Je vais vous en montrer un certain nombre par regroupement, et puis on fera un premier arrêt pour réfléchir sur ce qu'on a vu. Alors, la ville, voilà. Première image, un homme de dos, derrière lui un tapis de fleurs, au loin, une ville, défumée, au fond, un horizon fuligineux de suie, donc de fumée également. Il faut rappeler que Mazrel a illustré Émile Verhaeren, l'auteur des villes tentaculaires, et on va voir qu'il lui est resté quelque chose de ce travail autour de Verhaeren dans son propre travail sur la ville. Première image, donc, un panorama d'une ville enfumée. Deuxième image, je vous livre exactement la suite des images telles qu'elles apparaissent dans le livre. Une scène de gare, des trains qui arrivent, je vous laisse admirer aussi la façon de décorer chacune des images, des gens qui sortent, et tout de suite, on est confronté à quelque chose dont on reparlera tout à l'heure, la foule. Et tout de suite, un fait divers, un homme allongé, on ne sait pas de quoi il retourne, mais des gens s'arrêtent et regardent cet homme en détresse, mort peut-être. Puis, panorama général sur la vie, sur la circulation dans la ville, une image sur quelque chose qui pourrait être une administration ou une bibliothèque ou je ne sais pas trop. Mais en tout cas, vous voyez, par les fenêtres, on voit toujours les lointains. C'est un classique des effets de perspective. Dans le lointain, on voit toujours cette ville avec ses chumées, ses fenêtres et ses cheminées. On peut rapprocher sur une fenêtre. Je vous avais dit que Mazrel aime beaucoup ce genre de plan, et très souvent on voit les gens par la fenêtre. Ici, on voit une femme qui se déshabille, qui s'habille ou qui se déshabille, un homme pensif, une femme avec un oiseau en train de s'adonner à des travaux de couture, puis un chantier dans la ville, puis une scène de vie agitée avec de beaux édifices, de grands magasins peut-être, et des grands magasins justement, et voilà, on est presque dans du Zola et dans le roman de Zola sur cette question. Ensuite, on découvre quelque chose, une administration, un homme redoutable face à un pool de secrétaires, puis une scène d'extérieur avec des gens qui montent, qui descendent, des immeubles jusqu'au fond, un train qui circule. On est dans la ville. Autre scène, un enterrement. J'attire votre attention sur ce petit pickpocket au premier plan.
Image suivante, un homme qui rêve devant une vitrine de corsets, de vêtements féminins, et puis une autre image, un cheval mort, avec un homme qui est sans doute le conducteur du charroi et menacé pratiquement par la foule qui est présente et qui lui reproche quelque chose, visiblement. Puis une autre scène, je suis toujours dans la continuité absolue de Mazrel. Hein. Une scène de deuil, visiblement, un mort avec des gens qui viennent rendre des hommages. Puis une scène de bousculade et d'encombrement urbain, on connaît ça. Une scène avec une cathédrale, puis un monument, puis une clinique avec des malades. J'attire votre attention une fois plus sur la fenêtre au fond qui nous fait apparaître la ville, puis une scène joyeuse de mariage. Et là, j'en viens à un petit arrêt. C'est un extrait de la préface de Maurice Piron qui, dans la collection Poésie Gallimard, préface les villes tentaculaires. Il dit ceci: les villes tentaculaires mettent en œuvre le déploiement des forces qui s'appellent les usines, la bourse, le bazar, les spectacles, les cathédrales, le musée. Et comme dans le recueil qui précède, il s'agit des campagnes d'hallucinés, le rendez-vous avec la mort reste présent. Mais si la ville est pour lui un être vivant, elle est aussi la matrice d'où sortira un être nouveau qui s'appelle la foule. Et alors on voit là qu'on est complètement, on va voir la foule omniprésente. Suivant, voilà donc les images qui viennent illustrer la ville avec ses fumées, ses usines. Voilà une scène de bourse, on y est complètement. Une scène de grand magasin, une scène de spectacle, et puis une scène avec une cathédrale. Quant à la foule, voici des images qui suivent, qui la présentent, cette foule omniprésente, en haut, en bas, sur les côtés, ces gens qui se promènent dans la ville, cet enterrement dont on a parlé tout à l'heure, une scène de liesse dans une fête foraine, et puis alors une autre image que j'aime beaucoup parce qu'elle est emblématique de ce que veut montrer, je crois, Mazrel. Voilà une image qui est assez irréaliste d'une certaine façon, mais on a l'image d'une ville qui est l'image du progrès. On voit dans le ciel cet aéronef. Et puis, curieusement, cet homme, une posture que l'on a pointée tout à l'heure, qui est au sommet de quelque chose qui est un immeuble, on imagine mal un ouvrier. Je crois plutôt que c'est quelque chose qui est symbolique. Je crois que Mazrel nous montre là que l'image, il nous montre l'image du progrès urbain, mais qui est le fruit du travail des hommes et de leur sueur, de leur peine et de leur souffrance. Je poursuis le trajet dans la ville. Cette fois-ci, j'essaie de vous les envoyer par trois. Je fais un choix. La ville, c'est aussi ça. Une ville où l'on enseigne. Ici, on est probablement dans un amphithéâtre de médecine. Une scène de la vie familiale. On entre dans une famille modeste. Un fait divers avec une femme que l'on retire de l'eau, elle s'est noyée, peut-être s'est-elle suicidée, on ne sait pas. Est-ce que c'est une scène de désespoir? En tout cas, regardez cette foule qui observe la scène depuis le pont. Et puis, toutes ces lumières à l'extérieur, ce soleil tout au fond, ce décor de maisons, d'immeubles. Une scène de beaux-arts, d'un musée, une exposition. Une scène qui montre l'opposition entre l'opulence et puis la mendicité, c'est la ville aussi. Le désarroi d'un homme, d'un prisonnier. Une scène de tribunal avec un avocat. Une scène dans une fonderie. Une scène de luxure, probablement un client avec une prostituée. Mais une scène également de naissance. On voit une femme qui vient de donner le jour à un bébé. Une scène d'accident du travail sur un chantier, une scène de violence et de lubricité, sans doute, cette femme nue qui ne se dépend même pas face à la violence de cet homme. On voit le décor complètement chamboulé. Et puis une scène
de brasserie, un homme à gauche, une femme rêveuse. Mais aussi la ville, c'est aussi l'espace de la manifestation de travailleurs, drapeau en tête, le sport, un match de boxe, une fête populaire avec des hommes qui se montrent entreprenants avec des femmes, et puis également une scène d'une manifestation qui est éparpillée par des soldats qui font feu. Enfin, une scène d'exécution, un homme que l'on conduit à la guillotine. Alors, on va faire un petit arrêt là-dessus. Vous voyez qu'on est indiscutablement dans un roman sans parole, mais vous constatez aussi qu'on est dans un roman qui est sans personnage. Il y a des centaines, des milliers de personnages, mais il n'y a pas de personnage principal, et il n'y a pas non plus, vous le constatez, de fil narratif. On est dans une succession de tableaux qui ont l'ambition, je crois, de montrer la vie dans sa diversité. Et puis, j'ai essayé de voir un petit peu comment Mazrel s'y prend pour ménager des effets de choc, des effets de contraste au-delà du noir et du blanc. Voilà deux images à se suivre dans le livre. Une sortie d'usine, d'ouvriers, et puis, page suivante, une scène d'intérieur de brasserie avec des consommateurs, un moment de détente, de plaisir, et de bruit probablement. À suivre, une scène de lupanar avec un homme qui est peut-être un proxénète, mais qui est peut-être aussi un client, tout simplement, qui choisit une fille. Et puis à côté, juste après, se suit une image. Une autre image de l'amour, cette fois-ci d'un couple. Et puis, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve qu'il y a un côté Chagall dans cette image, avec ce couple enlacé qui plane au-dessus de la ville, exactement comme Chagall nous le montre dans ses œuvres. Je rappelle d'ailleurs que Chagall et Mazrel sont parfaitement contemporains. Je ne sais pas s'ils se sont rencontrés, ils se sont connus, mais il serait tout à fait possible que Mazrel ait vu le travail de Chagall. Trois autres œuvres à se suivre. Une scène de bal, à droite une scène de folie bergère, et au milieu le désespoir d'un homme qui s'est pendu à un lustre. Regardez aussi la façon qu'a Mazrel de garnir ces images, avec une densité dans le décor, à droite, au milieu, à gauche, les tapis, les scènes des costumes, les lumières. Vraiment, il y a là, je dirais, un travail très abouti dans le travail graphique. Et puis ces trois images que je trouve admirables. Ce chat, une scène d'intérieur. Les animaux ne sont pas très fréquents chez Mazrel, tout au moins dans ses romans sans parole. Ce chat magnifique, avec une petite pointe de lumière à droite, une pointe de lumière par la fenêtre. Cet autre, avec une scène, avec un contraste formidable de noir et de blanc, et avec un couple à gauche, un couple qui semble enlacé sur fond d'usine. Et puis cette autre image que je trouve prodigieuse, qui me fait beaucoup penser finalement à Félix Vallotton, avec cette femme en désespoir, sur fond de solitude, de lumière dans un décorum d'usine. Je me dis que ces trois images-là pourraient parfaitement être des images sans parole à la Vallotton. Et puis, c'est la dernière image de la ville, qui me redonne espoir. Toujours une femme à la fenêtre qui contemple le ciel. Et par-delà la diversité des images qui nous sont présentées, il y a encore le ciel, les étoiles, la Voie lactée et de l'espoir. Alors, cette ville m'a fasciné par sa densité. Je crois que on n'est pas, je l'ai dit, on n'est pas dans un roman sans parole. C'est parce qu'il n'y a pas de parole, certes, mais il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de fil narratif. On est dans une succession de plans. Et je crois que c'est cela que veut nous montrer Mazrel, c'est la ville dans sa diversité, la ville dans son côté clinquant, la ville dans sa richesse, la ville avec ses déshérités, la ville avec ses amours, la ville avec ses moments de désespoir. Je trouve que
on a là, non pas un roman, mais on a quelque chose qui s'apparente presque à un poème. Et peut-être avons-nous affaire là à une ode à la ville, à une célébration de la ville dans sa diversité, dans sa cruauté, dans sa beauté, dans sa grandeur, avec cette image finale de la Voie lactée. Je trouve ça personnellement très très beau, très fort. Alors, oui, une petite chose, une image nouvelle. Je me disais qu'il y avait quelque chose de Blaise Cendrars dans la ville de Mazerelles. Et je découvre, de manière surprenante en faisant mon travail, que Mazerelles a décoré, a illustré Cendrars dans le poème admirable que vous connaissez certainement, Pâques à New York. Et voici une image de Pâques à New York. On se rend compte du rapprochement qu'il y a à faire entre cette illustration de Blaise Cendrars et puis l'illustration de la ville. Mes chers amis, je ne sais pas combien de temps j'ai duré, mais je voudrais quand même dire qu'il y a une actualité autour de Mazerelles. Et je vais citer mes sources bibliographiques, car j'ai eu la chance de trouver des ouvrages qui sont récents et qui m'ont bien aidé dans mon travail. Voilà. Il y a une actualité éditoriale, il y a un éditeur courageux qui s'appelle Martin Dehalleux, qui republie des œuvres de Mazerelles, qui a republié également un recueil de Félix Vallotton. Ces livres sont, pour chacun d'entre eux, accompagnés d'un appareil critique très intéressant, notamment avec des notices d'un certain Samuel Desgardins. Samuel Desgardins, je te salue et te remercie. Travail formidable qui m'a aidé considérablement pour faire un choix, pour trier et pour avancer. Deux autres livres importants, le livre de la Fondation Mercator, qui est une Bible à gauche, et qui est un livre très très épais, et puis mon édition italienne de Mazerelles, par quoi tout a commencé, et Anne-Marie, qui parle italien comme français, aurait pu me rendre grand service si j'avais su que j'aurais pu traduire cette préface qui m'a tant manqué. Mais en tout cas, j'étais capable de comprendre au moins que la città, c'est la ville, et un viaggio appassionato. Dis-moi, c'est un voyage passionnant, passionné, passionnant. Voilà. Eh bien, mes amis, je vous remercie. J'espère que vous êtes ennuyés.